Dernière chose, j'ai vu une question qui est en lien en fait avec le sujet du jour, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de débutants en fait, quand ils commencent à rentrer dans la crypto, enfin débutants et pas que. Mais il y a énormément de personnes qui se posent la question suivante, c'est-à-dire de dire au final, si la crypto est amenée vraiment à se développer tel qu'on a pu le voir ces dernières années, jusqu'où ça pourra être capable d'aller, puisque au final, la vision et ce qui est véhiculé par la crypto et spécifiquement par le Bitcoin, c'est des valeurs qui sont quand même un peu aux antipodes du pouvoir et de ce dont aujourd'hui les gouvernements ont comme pouvoir, tu vois, ont accès avec le pouvoir. C'est-à-dire que euh, la souveraineté monétaire, le libre arbitre, le non-contrôle des États par des monnaies et de détenir vraiment ces actifs en nom propre, qu'on ne puisse pas nous enlever malgré le fait qu'on soit dans un pays corrompu ou ce que vous voulez, bah forcément, c'est un peu aux antipodes de ce que souhaitent faire les gouvernements. On voit que les gouvernements, ils veulent mettre en place des crypto-monnaies de banque centrale. Voilà, donc c'est vers plus de contrôle, vers moins de souveraineté, moins de libre arbitre. Donc ça rentre un peu en collision et beaucoup de gens se disent, bah, depuis des années, hein, c'est ça, hein, et de dire bah, que si au final la crypto est amenée vraiment à se développer, jusqu'à quel point elle pourra se développer jusqu'à ce que les gouvernements se disent bah non, c'est bon, on arrête le truc quoi. Et est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce que c'est un FUD? Est-ce que c'est des raisons qui sont valables? Dans la théorie, je pense que oui. Dans la pratique, on a quand même des antécédents quoi, des pays qui ont voulu arrêter la crypto, qui ont voulu arrêter le Bitcoin, qui ont voulu le bannir. Je vous montrerai quand même quelques chiffres. Il n'y en a pas un qui a réussi à le faire quoi, parce qu'on est quand même sur un marché mondial. Et là où certains disent et continue de dire le Bitcoin c'est pourri, ça sert à rien, on va taxer à mort et on va même empêcher les individus de pouvoir faire des transactions ou ce que vous voulez, vu qu'on est sur un produit qui est open source, décentralisé, on se rend compte que c'est dans ce genre de pays où il y a le plus de transactions, où il y a le plus de demandes, et qu'en plus de ça, même si on peut avoir des endroits où les taxations sont super élevées, il y a d'autres pays qui disent bah, venez chez nous. Venez chez nous. Nous, on va avoir une taxation beaucoup plus faible. On y voit une opportunité pour créer de l'emploi, on y voit une opportunité pour créer des investissements, des infrastructures et attirer des nouveaux capitaux. Et au final, pour moi, c'est un arbitrage à ciel ouvert, quoi. Comme ce qu'on a vu en fait avec l'innovation d'Internet. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Théo. Il y avait Benjamin qui en parlait aussi, qui disait est-ce que vous pensez qu'avec le temps, les États vont lancer leur propre réseau de crypto officiel? Donc, je pense que tu parles des CBDC, rendant les autres cryptos, dont Bitcoin, comme hors cadre réglementaire au regard de leurs lois. Donc, tu vois, c'est un peu en lien avec ce que je viens de dire. Je ne sais pas ce que tu penses de ça quand tu as des gens qui te disent ouais, mais au final, le Bitcoin, c'est qu'une question de temps parce que les États vont l'arrêter, tu vois, par exemple. Ou la crypto, les États, de toute façon, ils vont le détruire dans l'œuf. Donc, c'est qu'une question de temps avant que ça n'existe plus. Ouais, ben après, je pense qu'il y a pas mal à dire, donc on va en discuter un petit peu. Je pense qu'il n'y a pas tant d'exemples que ça au final, si on regarde, où il y a tous les États du monde entier qui se sont mis d'accord sur un seul truc au final. Il y a peut-être un exemple avec la couche d'ozone quand ils ont décidé, plus ou moins avec je ne sais plus quel protocole au niveau mondial, d'interdire certains gaz à effet de serre. Et du coup, on a quand même réussi à avoir un consensus à peu près généralisé sur le fait qu'il fallait interdire certains gaz à effet de serre. Et du coup, la couche d'ozone, on a réussi à boucher le trou à peu près. Bon, c'est petite parenthèse, mais pour dire qu'il y a des fois, on arrive à se mettre d'accord à peu près sur des trucs qui concernent tout le monde. Mais sur le côté financier, fiscal, réglementation, je ne pense pas qu'il y ait d'exemple pour l'instant où en fait, tout le monde s'est mis d'accord sur comment agir au niveau de manière généralisée. Donc tous les États du monde entier qui sont d'accord sur le fait de dire OK, on va tous appliquer tel point d'imposition, on va tous appliquer telle loi, on va tous avoir les mêmes guides de conduite. Ça, je pense que c'est pas arrivé. Et après, effectivement, on a des exemples. Alors, je pense que peut-être tu te réfères au Nigeria, la Turquie, il me semble, d'autres pays d'Afrique où justement ben, ça avait été interdit et on se rend compte qu'il y avait, il y avait beaucoup d'utilisation et un premium assez important. C'est-à-dire que non seulement c'est un des pays où ça se tradait le plus alors que c'était interdit, mais en plus, c'était un des pays où ça se tradait le plus cher parce que du coup, ben, il y avait des manières de contourner un petit peu, mais ça coûte plus cher, hein, bien sûr, quand tu dois faire un petit peu contourner le système plus officiel. Donc, ben, il y avait des premiums assez importants sur les volumes d'échange. Et après, en plus, il faut bien avoir conscience que, comme on l'a dit, il peut y avoir et on va avoir plus de réglementation
plus de limitations, plus de tout ce que vous voulez, mais il y en a une bonne partie qui peut se faire au niveau des interfaces, c'est-à-dire comme on a vu par exemple avec Uniswap qui déliste des tokens, mais c'est juste, ça veut dire qu'au final, au niveau de l'interface, vous n'avez plus accès l'interface uniswap.com, je ne sais pas si c'est un .com ou un point, je sais Le pas quoi. front-end, l'interface utilisateur. Voilà, le front-end, c'est-à-dire le site, ce que vous voyez quand vous vous connectez à l'URL, il ne vous laisse pas faire des échanges de crypto, il ne vous laisse pas interagir vers certains trucs. Pareil sur les exchanges, en fonction de votre localisation, ils vous disent mais attention, on voit que vous êtes là, vous n'avez pas le droit de faire telle action, vous n'avez pas le droit d'acheter des cryptos si vous êtes aux US ou des choses comme ça. Mais au final, c'est vraiment au niveau de l'interface du site web auquel vous connaissez tout le back-end et tous les smart contracts, tout ce qui est la crypto pure et dure, c'est-à-dire l'interaction avec les blockchains, interaction avec les smart contracts, faire que votre wallet interagisse avec la blockchain. Si vous connaissez un petit peu, si vous avez téléchargé les logiciels, si vous pouvez avoir votre propre nœud, avoir votre VPN, avoir des choses comme ça, vous pourrez toujours, au final, interagir avec le smart contract d'Uniswap pour échanger les tokens. C'est juste que pour la plupart des gens, quand ils se connecteront sur le site, il ne sera plus. Donc, ils disent délisté, mais il n'est pas vraiment délisté. Du moment que le contrat est toujours déployé, qu'il fonctionne bien sur la blockchain, qu'il y a des fonds dans les pools de liquidité, les swaps sont possibles. C'est juste qu'il faudra passer par d'autres protocoles ou interagir directement avec la blockchain, avec le smart contract. Donc, c'est beaucoup plus technique, mais ça sera toujours faisable. Donc, je pense qu'il y aura pas mal de réglementations et d'interdictions à ce niveau-là. Mais après, au niveau technique, c'est vu le fonctionnement des projets vraiment décentralisés, pour le coup, là, on arrive sur la résistance à la censure, pour le coup, elle prendra tout son sens, parce que là, pour le coup, si le projet est vraiment décentralisé, et au niveau mondial, donc avec des nœuds partout, pas seulement des nœuds qui sont hébergés chez Amazon aux États-Unis à 80%, donc là, ça pue un peu, c'est pas forcément décentralisé, mais là, on pourrait voir vraiment toute l'utilité du truc, même si après, on pourra rentrer sur la discussion prix, investissement. Là, moi, je parle sur l'aspect vraiment idéologique, sur l'aspect interdiction, protection à la censure, souveraineté monétaire, toutes ces choses-là qui pourraient quand même continuer d'exister. Après, sur le côté investissement, price action, effectivement, on prendrait un coup derrière la tête, quoi. Je sais pas si tu Oui, rebondis forcément. là-dessus, hein. Si demain les États disent, même en France, hein, le Bitcoin, c'est interdit, et tous ceux qui en ont, ils font de la tôle, bah, c'est sûr que le prix il va prendre un coup. Alors après, la France, ça ne représente rien par rapport au marché mondial. Je veux dire, si demain, il y a beaucoup de pays, même les États-Unis, la Chine et tout, ou plein d'autres pays qui commencent à dire vraiment, on interdit l'utilisation du Bitcoin pour monsieur, madame, tout le monde, ça sera compliqué de pouvoir y aller. Tu as parlé de la censure sur les front-end, on commence déjà à le voir, tu l'as dit avec Uniswap, mais cette censure, elle se ferait comment? En fait, aussi sous forme de KYC. C'est-à-dire qu'à la base, la DeFi, ça veut dire finance décentralisée, ça a pour objectif d'être décentralisé, de permettre à n'importe qui de pouvoir faire du rendement et d'avoir accès en fait à tout un tas d'outils de la finance sans avoir les problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui. Des gens qui n'ont pas de compte bancaire et tout. Donc, sauf que si demain, et on commence déjà à le voir avec la réglementation de MiCA aussi en Europe, qui impose et qui oblige certains protocoles à se mettre d'aplomb pour avoir une réglementation uniforme en Europe. Et notamment, l'une des demandes, c'était de dire, voilà, sur tous les front-end et sur toutes les applications décentralisées, j'ai parlé d'Uniswap, il y en a plein d'autres, c'est d'avoir un KYC. Donc, au final, vous metteriez votre carte d'identité quand vous voulez utiliser Uniswap. Vous allez peut-être devoir donner tout un tas de documents. Et au final, c'est contre les valeurs posées à la crypto. Mais ça, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que si demain, ça arrive, qui c'est qui va se faire avoir? Qui c'est qui ne pourra pas utiliser la DeFi? Ceux qui ne sont pas formés. Ceux qui savent que utiliser le front-end. Si derrière, toi, tu es 99% capable… des gens. Bah oui, non mais c'est ça. 99% des gens, non mais c'est clair. Mais du coup, si toi, tu comprends un peu comment ça fonctionne, c'est pas la fin de la crypto. Par contre, en termes d'adoption, je suis d'accord que ça peut un peu poser problème. Mais c'est certains protocoles. C'est-à-dire que tu en as certains qui vont se conformer à la loi et tu en auras d'autres qui ne le feront pas. Regarde tout ce qu'on avait avant à l'époque avec Pirate Bay, avec BitTorrent, avec tous ces trucs-là, tu vois. Même Mega Upload qui représentait je ne sais plus combien de pourcentage d'Internet à l'époque, au final, ça a toujours existé et ça existe encore aujourd'hui, tu vois. Simplement, pour monsieur et madame tout le monde, certes, c'est un peu moins accessible. Mais franchement, aujourd'hui, avec le recul, je ne vois pas une seule chose que les gouvernements ont pu véritablement éradiquer et arrêter. Tu vois, si tu prends par exemple, et qu'ils ont voulu arrêter à un moment donné, tu prends la prostitution, tu prends la drogue, par exemple, juste pour citer quelques exemples, hein. C'est interdit dans beaucoup d'États, dans beaucoup de pays, y compris en France.
Est-ce que pour autant, si demain vous voulez chercher une prostituée, vous voulez acheter de la drogue, vous ne pouvez pas le faire? C'est un marché qui est ultra lucratif. Il y a toujours eu un marché, un besoin. Et donc, s'il y a un besoin et un marché et la crypto répond vraiment à ce besoin, il y aura de la demande et il y aura la possibilité de le faire. Et je vous montrerai quelques cas. Hein. La Chine et l'Inde ont essayé de bannir le Bitcoin 7-8 fois depuis des années. Pour autant, les volumes d'échanges de transactions dans ces pays, et je parle de la Chine, qui ont quand même un contrôle sur leur population qui est énorme, hein, avec un scoring social, avec aujourd'hui, ils n'ont pas accès à Internet comme nous, hein, ils ne peuvent pas aller sur Facebook, ils ne peuvent pas faire toutes ces choses-là. Même pour parler, je crois que c'est WeChat qu'ils ont chez eux et tout. C'est compliqué pour pouvoir accéder à la crypto, mais les volumes d'échanges, les volumes de transactions et l'accès au Bitcoin là-bas, en tout cas la demande là-bas, elle est hyper élevée. Et ils n'ont jamais pu le bannir. Pourquoi? Parce que justement, on est sur un protocole qui est décentralisé, résistant à la censure. Par contre, le seul problème qu'on pourrait avoir, et moi c'est là aussi où je voulais un peu échanger avec toi, c'est que quand on est sur des blockchains dites transparentes, comme le Bitcoin ou l'Ether, où tout est inscrit de manière immuable sur la blockchain, et avec des boîtes comme Chain Analysis, qui aujourd'hui ont pour objectif d'analyser tout ce qui se passe, est-ce que demain, on ne peut pas avoir, un peu comme ceux qui avaient fait des transactions sur le Darknet en 2013 sur Silk Road avec leur BTC, qui se sont fait rattraper des années plus tard avec des bitcoins teintés parce qu'ils étaient teintés d'une activité illicite, se faire rattraper plus tard parce qu'on est capable aujourd'hui de relier, tu vois, si tu as fait un KYC sur une plateforme d'échange, on est capable aujourd'hui avec les analyses on-chain qui deviennent de plus en plus sophistiquées, il y a Arkham Intelligence, il y a Chain Analysis, il y en a plein d'autres, qui bossent avec le gouvernement, hein, sur pas mal de gouvernements, et qui sont payés des fortunes aussi pour donner leur ressort là-dessus. Est-ce qu'il n'y aurait pas à un moment donné un peu un côté dystopique de se dire, on est sur une blockchain transparente, je n'étais pas censé utiliser le Bitcoin, on est capable de le tracer, et c'est comme si aujourd'hui, imaginez que vous faites quelque chose d'illégal, vous avez un couteau, vous tuez quelqu'un, et en fait, c'est marqué sur votre front jusqu'à la fin de votre jour que vous avez tué cette personne avec telle arme. La blockchain, c'est ça. Hein. C'est que c'est marqué ce que vous avez fait de manière indélébile jusqu'à la fin de toute l'histoire de l'humanité sur la blockchain. Et donc, si vous n'êtes pas fait choper maintenant, vous pouvez vous faire choper plus tard, tu vois. Donc, c'est ça un peu le problème, et d'où l'intérêt aussi de certaines blockchains opaques, comme Monero, qui remet aussi le côté fongible du Bitcoin au centre. Et ce qu'on disait avec Théo, c'est que ça, c'est la partie idéologique, c'est un peu la mienne, tu vois, la partie idéologique, cypherpunk et tout. La réalité, c'est que l'écrasante majorité des gens n'ont rien à taper de ça. Quand tu vois que les mecs, ils mettent tout sur Internet, ils mettent tout sur YouTube, ils mettent tout de partout, ils n'utilisent pas de VPN. Bref, leur parler de blockchain opaque et de leur parler de censure sur des blockchains transparentes et de ces problématiques que je viens d'évoquer, allez, c'est bon, tu as perdu 99,99999% des gens. Quoi. Donc déjà, sur ça, est-ce que déjà tu veux rebondir peut-être, Théo? Je vais rebondir. Effectivement, on en a pas, moi j'en parlais pas mal sur ma chaîne au début, surtout l'aspect privacité, parce que c'est quand même quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mais on se rend compte, effectivement, nous, c'est vrai qu'on l'évoque souvent, mais en tant que créateur de contenu sur les cryptos, tu vois ce qui marche et tu vois ce qui marche pas, en fait. C'est directement, tu vois quand le marché monte parce que tu as les vues qui montent, tu vois les thématiques qui intéressent parce que quand tu sors une vidéo sur certaines thématiques, tu dis, bon, ça peut peut-être marcher un petit peu, ça marche beaucoup, tu dis, OK, donc en fait, grosso modo, tu fais le top 10 des cryptos qui vont fonctionner, les pépites pour le bull run, là, t'es sûr de cartonner. Tu parles de privacité, de choses beaucoup plus techniques. Bon, en termes de vue, c'est pas la même. Mais après, tout simplement, moi, j'aime bien dézoomer à chaque fois et voir un peu plus la vision générale. Effectivement, on se dirige dans un monde et on va donner des exemples concrets pour la France, hein, parce que je pense qu'on est la plupart des gens qui regardent ce live sont situés en France. Rappelez-vous, peut-être que vous avez vu passer des news pour les impôts. Ils sont en train d'utiliser de plus en plus les outils d'IA. C'est-à-dire qu'il y en a qui se sont fait toper avec des piscines parce qu'ils ont donné des modèles de données pour… avant, les mecs, c'était à la mano. Quoi. Ils se connectaient sur Google Maps, ils regardaient ton adresse, ils essayaient de voir si tu n'avais pas une piscine, un truc, ils essayaient de zoomer dans ton jardin. C'était pas très clair. Là, maintenant, ils ont fait, allez, on charge les maps de la France sur des outils d'IA et tout ce qui ressemble de loin à une piscine, tu flagues avec les adresses, le nom, est-ce qu'il a déclaré et tout. Tu fais ton petit mix, tac, ChatGPT, tac, machin, il n'a pas déclaré sa piscine. Sur Google Maps, allez confirmer la photo, mais moi, il me semble quand même qu'il a une petite piscine dans son jardin. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'aller faire un petit contrôle, quoi? Et donc, ça, c'est déjà acté. Il y a des mecs qui se sont fait retoquer pour ça. Et Dezio, ils ont passé maintenant le fait que pour les agents du fisc, pour les choses comme ça, c'était maintenant, ils pouvaient aller regarder les réseaux sociaux, Instagram, machin, pour aller faire des contrôles, justement, voir si ce que vous présentez sur les réseaux sociaux
colle un petit peu avec vos déclarations. Parce que forcément, si vous dites, moi, je suis au RSA, j'ai rien en propriété, et que vous passez votre temps à mettre des stories dans des hôtels de luxe, en bikini, au bord des piscines, voilà, ils disent, tiens, c'est quand même un peu étrange, ça. Et bon, là, oui. comment ça se fait, monsieur? Vous pouvez m'expliquer? Et donc, du coup, c'est des choses qui arrivent dès maintenant, au final, où tu as des outils. Alors, on peut faire le parallèle avec les outils on-chain qui se développent de plus en plus et avec l'IA qui va très certainement aider à ça. Mais en fait, dans tous les aspects, contrôle de la population, contrôle de la fiscalité, il y a de plus en plus ces choses-là qui se mettent en place. Et c'est même pas, on parle même pas de voilà, les complotistes, ça va se mettre en place. C'est dès maintenant, en fait. Là, on a parlé des piscines, on a parlé des réseaux sociaux. Il y a les caméras à reconnaissance faciale pour les JO. Donc, c'est-à-dire, c'est même pas une dystopie. Enfin, si, c'est dystopique, mais on y est déjà dès maintenant. Donc, effectivement, la tendance, elle va plutôt sur ça. Et je suis d'accord avec toi qu'on pourrait avoir des éléments comme ça, d'avoir des protocoles qu'on a utilisés qui sont legit maintenant, 2024, et dans 5, 6, 7 ans, un DEX, par exemple, qu'on aurait utilisé et qui n'aurait pas voulu se mettre en conformité avec les prochaines réglementations. Alors, en général, le côté rétroactif en législation, c'est quand même assez difficile, mais pourquoi pas? Et on peut donner notre exemple aussi, notamment avec toute la vague un peu wokisme, cancel, des trucs comme ça qui sont arrivés. Il y a pas mal de monde qui sont fait virer à cause de posts sur les réseaux sociaux qui ont été faits en 2011, au début de Twitter, par exemple. Il y avait des mecs, donc c'était beaucoup plus libre. Du coup, il y avait vraiment un peu de tout. Et des mecs qui avaient posté des trucs sur les réseaux sociaux, Twitter ou les réseaux sociaux en général, et qui sont fait virer ou qui sont fait cancel ou qui sont fait ce que vous voulez des années plus tard, peut-être 10 ans plus tard, parce qu'au final, il y a des mecs qui ont retrouvé, et on le voit aussi dans toutes les personnalités politiques, il y a un grand jeu au final de retrouver, bon, on ne va pas citer de nom, mais bon, vous voyez un peu le contexte politique en France actuel, vous avez très certainement vu passer d'un bord ou de l'autre des infos de mecs en disant mais regardez, il y a 10 ans, lui il a dit ça sur les réseaux sociaux, il y a 5 ans, il avait cette vidéo-là, et tu lui mets la vidéo en face, le mec il se contredit. Donc au final, c'est pas une blockchain, mais au final cet historique numérique qui continue d'exister, il sera toujours présent. Et la blockchain, c'est encore pire pour ça, parce que techniquement, on ne peut même pas l'effacer. Si tu es un peu malade, tes tweets, tu peux les effacer, faire en sorte de laisser le moins de traces possible, si jamais tu as fait des choses un peu, ou dit des choses un peu limites. Mais pour le coup, pour la blockchain, si tu as interagi avec un protocole et que tu es KYC, ben là, tu n'as rien à faire, quoi. C'est juste, et tu étais peut-être dans la légalité à ce moment-là. Exactement, peut-être dans ton droit. Mais à un moment donné, Exactement. ça l'est peut-être plus, comme tu l'as dit, et que ça, c'est rétroactif. Ils disent attendez, aujourd'hui, c'est interdit, mais vous l'aviez déjà utilisé. Ben ouais, mais avant, j'avais le droit. Ouais, mais aujourd'hui, vous n'aviez plus le droit. Bah, c'est Qu'est-ce comme qui la nous prouve que vous prescription. l'avez pu utiliser aujourd'hui? C'est comme peut-être il y aura des délais de prescription, tu vois, genre si ça fait 20 ans que tu l'as utilisé, c'est bon, mais voilà, si il y a plein de crimes aujourd'hui, tu vois, si tu les as commis il y a 10 ans, bah, t'es quand même, tu peux aller, tu peux passer devant un tribunal parce que c'est considéré, voilà, c'est pas prescrit. Ça, on part peut-être un peu loin, mais c'est pas non plus, enfin, regardez un peu les exemples qu'on a cités, est-ce que ça paraît le scénario 100% de problème? Est-ce que c'est totalement inconcevable que ça se passe comme ça? Pour ma part, je pense pas. Est-ce que c'est le plus probable? Je ne sais pas non plus. Est-ce que ça va arriver dans les quelques années qui arrivent? Je ne sais pas non plus. Mais tu dis pourquoi pas? C'est pas non plus. Après, il y a Desmond qui dit, vu le nombre de méga agrégateurs de DEX qui existent déjà, je vois mal comment ils pourraient techniquement faire ça. Et je suis d'accord avec toi. En fait, je pense qu'il y aura toujours des outils. Tout comme aujourd'hui, tu peux aller sur le Darknet, tu peux très bien acheter de la drogue et faire ce que tu veux. Simplement, bah, voilà, il y a des trucs qui sont plus ou moins accessibles. Après, si on parlait plus en termes d'adoption, tu vois. Il y a aussi un truc que je me dis, c'est que, tu vois, je vais partager mon écran, ça sera plus simple. Allez. Juste pour vous montrer. Je ne sais pas si on voit mon écran, Théo. Ouais. Nickel. Je vais essayer de zoomer un peu, si on peut. Voilà. Ça, c'est toutes les fois où il y a eu des articles, des vidéos, ce que vous voulez, qui ont décrété que le Bitcoin était mort. Parce que ça a été banni à un endroit donné, parce qu'un politique a dit que c'était pourri, enfin ce que vous voulez. Là, vous avez le listing et le prix à chaque fois du Bitcoin. Et c'est tout sourcé. Hein. Vous pouvez cliquer dessus. C'est buybitcoinworldwide.com/Bitcoin is dead. Et donc, vous voyez le prix en fait, du Bitcoin au fur et à mesure et le nombre d'itérations et le nombre de fois où on a dit que le Bitcoin était mort. Donc, vous pouvez y aller. La liste, elle est très longue. Hein. Aujourd'hui, ils en ont référencé 385. D'accord? Et ils sont arrêtés en 2022. Ça aussi qui est marrant. Ils se sont arrêtés en 2022 parce que je pense qu'ils ont eu un peu ras les fesses.
Mais on pourrait continuer et je pense que ça continuera d'avoir ce truc-là. Et moi, je me dis, bon, déjà depuis le temps qu'on dit que le Bitcoin est mort et qu'il est encore là, ça prouve quand même quelque chose. Autre point important, c'est que si les États disent vraiment à un moment donné, on s'attaque au Bitcoin, on va l'éradiquer, et de toute façon, ils n'y arriveront pas parce que techniquement, ce n'est pas possible, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de décentralisé, est-ce que ça renforcera plus, encore d'autant plus, le pouvoir et l'influence qu'aura la crypto sur le marché au niveau mondial? Parce que ça prouvera l'inefficacité et bonne fois pour toutes des gouvernements à ne pouvoir typiquement rien faire vis-à-vis de ça. Tu vois. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gouvernements ont essayé juste de faire des réglementations et tout, mais n'ont jamais dit ouvertement qu'ils allaient exterminer en fait le Bitcoin et mis vraiment des moyens énormes pour pouvoir le faire. Parce que déjà, c'est pas possible. Je vous invite vraiment à vous renseigner, de regarder des vidéos d'Andreas Antonopoulos qui parlent de vraiment techniquement comment fonctionne le Bitcoin. Et il vous expliquera que techniquement, vraiment, c'est pas possible. Et que tu vois, si demain, tu as un État, imagine demain, tu as la Chine qui dit vraiment, c'est la guerre contre le Bitcoin et on va vraiment l'éradiquer et tout. Ils mettent des milliards et des milliards et des milliards sur la table pour au final se rendre compte que c'est pas possible. Est-ce qu'au final, ça renforcera pas d'autant plus le côté résistance à la censure et la qualité de ce pourquoi on décide aujourd'hui de placer notre argent sur Bitcoin? Et au final, en voulant et en essayant de le détruire, ça fait que renforcer sa position sur le marché et au final, driver encore plus l'adoption, tu vois. Mais après, on l'a évoqué aussi, mais c'est vrai que bon, c'est pas la fin du monde non plus. J'avais fait un commentaire, c'est la fin du monde. Mais bon, c'est pas, on fait un petit travail aussi de potentiel scénario. Mais après, c'est vrai que au final, on l'a évoqué aussi pas mal de fois sur les différentes chaînes. Mais c'est vrai que dans tous les pays où vraiment tu en as besoin pour le coup, pour l'aspect monétaire, résistance à la censure, les mecs, ils voient direct l'intérêt. Au Venezuela, en Argentine, en Turquie, tous les pays où il y a énormément d'inflation sur la monnaie, au final, comme par hasard, Bitcoin, il prend de plus en plus de place et il y a pas mal de gens qui l'utilisent quotidiennement. Alors après, c'est pas l'adoption avec tout le monde qui l'utilise, mais on se rend compte que dès qu'il y a une grosse inflation, dès que justement le côté réserve de valeur est encore plus bafoué sur les monnaies fiat qu'ailleurs dans le monde, les gens se mettent à utiliser Bitcoin parce qu'en fait, ils commencent à rechercher sur Google, mais qu'est-ce que je peux faire? Je perds de l'argent. Et ça paraît comme une alternative tout à fait valable. Et donc, les gens l'utilisent. Donc, il y a aussi cet aspect-là et ça, je suis plutôt d'accord avec toi. Se dire, effectivement, s'il y a besoin d'outils comme ça de résistance à la censure pour conserver un petit peu de valeur monétaire, même si c'est pas en ligne droite, même s'il y a de la volatilité quand même, au final, on se rend compte que dans les pays où il y en a vraiment besoin, les gens l'utilisent. Plus peut-être pour des aspects vraiment financiers de la vie de tous les jours, envoyer de l'argent à l'autre bout du monde, conserver un peu de valeur pour pouvoir acheter des trucs à la fin du mois, on se rend compte que c'est vraiment utilisé. Donc effectivement, si vraiment il y en a besoin, et en plus il y a le use case un petit peu qui est démontré en Europe, où c'est pas trop le cas pour l'instant, on n'a pas eu trop besoin d'utiliser cet aspect-là du Bitcoin, c'est plutôt l'aspect investissement pour le coup. Oui, il sort encore plus sa place. Donc pour ce côté-là, du coup, c'est plutôt positif, effectivement. Si les gens, peut-être, c'est comme tout, si vraiment tu sais, c'est comme les besoins dans le marketing. Est-ce que c'est juste un nice to have ou est-ce que ça fait plaisir ou est-ce que c'est vraiment le problème difficile et immédiat pour toi? Et donc, si on est vraiment dans ce cas-là du problème immédiat, dur pour toi, où tu as vraiment besoin de trouver une solution, les gens ils vont trouver la solution. Si c'est juste l'aspect financier, améliorer ses finances ou essayer d'investir, ils se disent, bon, au final, je suis pas si mal que ça, peut-être j'en ai assez pour vivre. Si vraiment tu te dis, putain, là, je suis dans la merde, il faut que je trouve une solution pour mon argent parce que là, je suis en train de me faire plumer comme il faut, là, du coup, tu es peut-être un peu plus incité à passer à l'action, tu vois. Il y a toujours ces deux cas-là, quoi. Ouais. Et puis surtout aussi, tu vois, moi, ce que je me dis, c'est que si on regarde au niveau mondial, on est souvent sur un scénario pessimiste. Souvent, c'est ceux qui investissent pas en crypto, hein, qui vont dire, ou qui connaissent très peu en fait le marché, qui vont dire ouais, mais de toute façon, les États vont l'arrêter. Bon, ça fait depuis que le Bitcoin existe et depuis que la crypto existe qu'on nous dit que ça va être le cas. Et aujourd'hui, quand même, j'aimerais rappeler que la réglementation, dans beaucoup de pays, devient de plus en plus positive à l'égard de la crypto. Il n'y a qu'à voir l'acceptation des ETF Bitcoin aux États-Unis, il n'y a qu'à voir les réglementations qu'on a au Salvador et un peu de partout ailleurs. C'est quand même plutôt dans un sens positif que négatif. Et après, ça peut être un jeu à la fois politique, on le voit avec Trump et Biden, hein, qui essayent de tirer aussi une partie de l'électorat, parce que, en fait, pourquoi à l'époque
les gouvernements et les politiques crachaient sur la crypto et sur le Bitcoin. Parce que l'électorat ne représentait rien pour ces personnes. C'était un marché de niche. Ce qui était véhiculé comme information, c'est utilisé pour le darknet, sur le darknet pour acheter des saloperies et faire du don d'organes. Forcément, c'était ce qui était véhiculé. Donc, c'était ce que les gens voulaient entendre. Aujourd'hui, la crypto, ça représente 580 millions d'utilisateurs au niveau mondial. Et ça va faire qu'augmenter. Donc, à partir de quel moment les politiques se diront, sachant qu'eux, leur objectif, c'est pas de se battre pour le bien commun, on est d'accord, c'est de se faire réélire. Donc, quand il y a une grosse partie d'électorat qui est investi en crypto, et en plus, il y a de plus en plus de politiques, de sénateurs et de personnes qui sont dans ces milieux-là, qui investissent directement dans le Bitcoin et dans la crypto et qui sont convaincus de ce genre de truc, à partir de quel moment ces personnes-là ne vont pas changer leur fusil d'épaule ou retourner leur veste, comme elles le font très régulièrement, simplement pour pouvoir se faire réélire. Et on voit que c'est le cas aujourd'hui. On n'a jamais eu un ETF, notamment pour Ethereum, qui a été accepté aussi rapidement, simplement parce qu'aujourd'hui, tu as Biden et Trump qui se tirent la bourre pour essayer de se faire élire et pour tirer la couverture de leur côté. Donc pour moi, c'est qu'une question de temps et il y a un arbitrage qui se fait, je le répète, mais au niveau mondial. Et c'est pas parce qu'il y a un pays qui va décider de dire, nous, on va le refuser, que ça sera le cas partout. Imaginez déjà, comme l'a dit Théo aussi, on n'est pas capable de se mettre d'accord sur des sujets qui clairement souvent ne sont pas d'un enjeu majeur et extraordinaire. Imaginez sur des questions monétaires. Et si à un moment donné, et on le voit, je vais partager de nouveau mon écran. Et aussi comme news, si on peut finir après je partagerai aussi un truc. C'était ça. Vous voyez la répartition des bitcoins et des pays qui aujourd'hui détiennent des bitcoins. Ça ne veut pas dire que c'est des pays qui l'ont forcément demandé, c'est souvent issu d'arrestations. Par exemple, si on va dessus, on a les États-Unis et une grosse partie des bitcoins que détiennent les États-Unis, c'est notamment par rapport au hack de Bitfinex, je crois, et les coins de Silk Road avec Russell Ulbricht. On a la Chine, on a le Royaume-Uni, l'Ukraine. Donc, je crois que c'était les dons qui avaient été faits pour l'Ukraine pour la guerre avec la Russie. L'Allemagne qui a bientôt fini de vendre ses bitcoins. Le Salvador qui en achète tous les jours. Ils font un DCA de 1 bitcoin tous les jours. Et puis, la Finlande et la Géorgie. Mais sinon, tu vois, je me dis, c'est un peu comme les chaises musicales. Tu veux pas être le premier, mais tu veux surtout pas être le dernier. Et je pense que à un moment donné, il y aura, et c'est ce qui est expliqué dans le livre Bitcoin Standard, donc l'étalon Bitcoin de Saïf Dinamous, c'est de dire que ça pourra devenir à un moment donné potentiellement, tu vois, un enjeu politique. C'est-à-dire que tu as des gens aujourd'hui qui ont envie de se dédollariser, qui ont envie de sortir du joug et de l'hégémonie américaine, parce qu'aujourd'hui, la plus grosse monnaie, c'est le dollar. Et donc, quand tu as la plus grosse monnaie, tu peux t'endetter au détriment des autres pays dans le monde entier, vraiment à moindre risque. Et il y a beaucoup de pays qui veulent sortir de ça et qui ont envie d'avoir plus de liberté, créer de la richesse dans leur pays et tout. Et le Bitcoin, un peu comme ce que dit Nayib Bukele au Salvador, c'est un moyen de pouvoir y arriver. On va voir ce qui va se passer. Mais imaginez que demain, ça présente des résultats super intéressants au niveau du PIB, au niveau de la croissance, au niveau de l'emploi, au niveau de plein de choses. Pourquoi d'autres pays, peut-être pas forcément les États-Unis, mais pourquoi pas d'autres pays se diraient, tiens, ouais, pour me protéger, je vais peut-être avoir un peu de Bitcoin en réserve. Et vu qu'il y en a 21 millions, quand tu as un pays, deux pays, trois pays qui commencent à se réveiller, tout comme MicroStrategy en tant qu'entreprise, pourquoi tu n'en aurais pas d'autres qui diraient, moi aussi, j'ai envie d'avoir ça pour me protéger. Et au niveau des entreprises, il y en a beaucoup. Si on jette un coup d'œil, donc il y a MicroStrategy, et regardez, il y en a plein d'autres qui commencent à investir. Alors, ce n'est pas des sommes aujourd'hui astronomiques, mais il y en a. Et pour moi, c'est qu'une question de temps, tu vois, avant que ça se développe. Donc, partir du principe, et vous regardez ce qu'on observe, quand il y a des gens qui vont dire les États vont arrêter la crypto, moi, en tout cas, ce que je vois d'un point de vue cadre réglementaire, c'est plutôt l'inverse. On est en train de dire que le Bitcoin, c'est une commodities, une matière première, que l'Ether, c'est une matière première aussi. On a développé des ETF. S'ils avaient pour vocation d'arrêter et de bannir le Bitcoin, ils n'auraient pas sorti des ETF, tu vois. J'ai pas vu un ETF qui va suivre le cours de la cocaïne, à part si ça existe, mais dites-le moi. Voilà, tu vois. Donc, je sais pas ce que tu en penses déjà sur ça avant que je continue là-dessus. Oui, on peut continuer. Je voulais partager un truc. Ça doit être en attente. Ouais, c'est bon, vas-y. Notamment sur le côté politique. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer parce que c'est sorti hier la news.
En gros, il y aurait, et non, ça a été confirmé que Donald Trump participera au Bitcoin Conference, Bitcoin 2024 à Nashville, Tennessee, donc sur fin de mois, juillet 2027, de petites semaines. Donc ça a été confirmé là c'est Reuters, hein. Il y a Wall Street Journal aussi qui l'a confirmé, donc c'est pas un site obscur de crypto, là c'est vraiment, on est sur des sites info officiels, avec la Bitcoin Conference 2024 qui annonçait que le président, former président du coup, parce qu'il n'est pas président actuellement, sera présent et sera un speaker à Bitcoin 2024. Donc ça c'est quand même une news qui va plutôt dans ce qu'on disait. C'est vrai qu'il a multiplié depuis le début de sa campagne les annonces pro-Bitcoin. Alors, sûrement par opportunisme, hein, il y avait quand même des conseillers qui autour de ça, mais on passe quand même un petit peu un cap avec du coup un candidat à l'élection présidentielle qui va aller se présenter en personne à un événement du coup crypto, un des principales conférences crypto Bitcoin dans ce cas-là mondial, où on nous dit voilà sur les notes clés, il a annoncé son support à l'industrie du Bitcoin américaine en mai 2024 et il se fait un petit peu l'avocat pour plus de liberté financière et encore une fois la croissance de l'industrie américaine du Bitcoin sur la scène mondiale. Donc c'est peut-être opportunisme électorat, c'est peut-être être plutôt conservateur au niveau de son industrie et avoir compris l'opportunité d'avoir une industrie Bitcoin forte et notamment la puissance de minage aux États-Unis. Mais dans tous les cas, c'est une news qui jusqu'à présent n'avait pas existé, c'est-à-dire un ancien président américain qui est en campagne, qui va aller faire un discours, et on se doute qu'il sera quand même plutôt positif. Il faudra peut-être suivre un peu ce qui a été dit. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une news qui est sortie hier et qui va carrément dans le sens de ce qu'on est en train de dire. Au final, il y a quelques États qui commencent peut-être à avoir l'opportunité, même si c'est peut-être de l'opportunisme, peut-être parce qu'ils voient l'intérêt d'avoir une industrie, d'avoir des gens qui vont voter très prochainement, mais avoir peut-être, je sais pas, 5, 6, je sais pas le pourcentage exact de la population aux États-Unis qui est pro-crypto, qui investit dans les cryptos, mais se dire c'est plus quelque chose d'anecdotique, mais vraiment un réservoir de voix, même si c'est juste pour ça, à aller chercher. Donc du coup, s'il faut contenter cet électorat-là, il faut faire des choses positives pour la crypto. Donc voilà, c'est une news qui m'a paru intéressante et qui est sortie très récemment. Voilà. Après, tu vois, il y a un retour là dans les commentaires qui est intéressant. LVMH qui dit le danger, c'est que tu as une centralisation, par exemple les US qui récupèrent 60% de la puissance de calcul sur une même pool de minage et qui peuvent, entre guillemets, nuire Bitcoin de l'intérieur. Et là, je suis d'accord et en même temps, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que la crypto, en anglais, c'est un système qui est Socially Enforced Network. C'est un réseau socialement imposé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si demain, on prend le cas des États-Unis, qui commencent à dire, OK, moi j'ai 60% de la puissance de calcul. Je ne pense pas déjà que si les États-Unis décident de faire ça, que la Chine, la Russie et tous les autres pays qui sont un peu contre les États-Unis fassent rien à côté. A priori, ils vont faire quelque chose à côté. Donc, c'est ce qu'on appelle le H-War. Le H plus loin, War, la guerre du H pour aller chercher à chaque fois le plus en plus de puissance de calcul. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, admettons, les États-Unis, ils ont 60% de la puissance de calcul et du coup, vu qu'ils ont la majorité, ils peuvent censurer des blocs. Ils commencent à dire, bah non, moi, je ne veux pas, par exemple, que tous ceux qui sont en Chine valident des transactions ou tous ceux qui utilisent tel site ou qu'on valide leurs transactions. Et c'est ce qu'on avait commencé à voir sur certaines blockchains, y compris sur Ethereum à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe? Vu que c'est un système décentralisé, avec aussi la possibilité de faire un fork, c'est-à-dire que si on se rend compte, je ne sais pas si vous avez déjà créé votre propre nœud sur Bitcoin et si vous connaissez concrètement comment ça fonctionne, si demain 60% de la puissance de calcul c'est aux États-Unis et que l'État dit nous on va commencer à censurer des blocs, qu'est-ce que va faire la communauté? Très bien, on va forker, on va faire un hard fork, toi tu vas garder ta blockchain de merde et nous on va prendre un autre, on va suivre notre blockchain qui elle pour le coup ne sera pas censurée. Donc eux, un peu comme ce qui s'est passé avec Bitcoin Cash, Bitcoin Cash, Bitcoin SV et tout. Allez, comment ça s'est passé? Ça s'est scindé au sein même de la communauté. Il y a eu un hard fork. La majorité de la communauté a suivi ceux qui n'étaient pas en faveur d'augmenter la taille des blocs, à part peut-être avec Segwit, on est passé de 1 MB à 1,2 par bloc, mais c'est tout. La grosse majorité de la communauté est restée sur Bitcoin. Et moi, je me dis, si demain ça arrive sur Bitcoin, un truc comme ça, ça ne durera pas 5 minutes. Il faut voir le coût
pour arriver à avoir 60% de la puissance de calcul sur du Bitcoin. C'est monstrueux. C'est des centaines de milliards qu'il faut dépenser pour faire ça. Imaginez un État qui dépose des centaines de milliards de thunes en électricité, en infrastructure et machin, avec pour objectif de censurer le Bitcoin. Et avec, à la fin, comme simple résultat, un hard fork de la communauté qui dit au final, votre blockchain, elle pue. Moi, je veux pas celle-ci, j'en prends un autre. Votre blockchain, du coup, elle sert plus à rien parce que tout le monde s'en fout, personne ne va l'utiliser. Et nous, on reste sur la ligne directrice dans laquelle on a toujours été jusqu'au début. Qu'est-ce qui se passe? Tu as dépensé des centaines de milliards pour rien. Et tu as prouvé ton inefficacité à changer rien du tout. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Théo. Oui, puis l'acceptabilité sociale aussi de faire ce type de dépenses, parce qu'il dit vous êtes bien gentil à vouloir censurer le Bitcoin, mais nous on a besoin de bouffer, quoi. Tu vois, aussi, ouais, carrément. Ouais, il y a aussi cet aspect-là, tu vois. Ok, c'est bien gentil, tu vois, déjà, rien que pour certaines dépenses qui ont été engagées pour un événement sportif en France très prochain, ça grasse un peu des dents et on parle pas de centaines de milliards, quoi. On parle alors, il y avait quelques questions. On va prendre quelques questions. Daismon qui disait l'administration française a à peu près 15 ans de retard sur toute évolution technologique réglementaire. Et pour travailler dans ce domaine depuis 25 ans, ça ne changera pas, loin de là. Ouais, il y a aussi les contraintes, comme tu dis, technologiques et tout. Mais bon, nous, on est toujours partisans de rester dans les règles et de faire attention. Après, si, comme dans certains pays, tu as une réglementation qui ne te plaît pas, bah, tu as aussi la possibilité de bouger. Voilà. Pas l'obligation d'être hors la loi et de te dire non, je ne paierai pas mes impôts, parce que ça peut te rattraper à un moment donné ou à un autre. Mais le gros avantage qu'on a, suffit qu'on soit assez libre en fait, de nos mouvements. Tu auras toujours des pays ou des endroits où la réglementation sera plus clémente, où la réglementation, où la juridiction aussi sera plus intéressante, la fiscalité plus faible, voilà. Là où tu auras des pays comme en France où on essaie vraiment, ou même en Europe de manière générale, tu vois, avec la réglementation MiCA, on essaie vraiment de tout contrôler et tout. Tu as d'autres pays où ils se disent, bah non, nous, on va baisser la taxation, on va faire en sorte d'inciter les investisseurs crypto à venir chez nous parce que ça va créer de l'emploi et tout. Et voilà, en fait, c'est un marché libre. Hein. C'est le capitalisme. Hein. Même si c'est, encore une fois, opportuniste. Hein. C'est comme on parle c'est que l'opportunisme. Discours de politique, mais les mecs, ils voient l'opportunité pour leur pays parce que les mecs, ils vont venir, du coup, ils vont faire des dépenses, ils vont payer des impôts, peut-être, des choses comme ça. Donc, voilà. Ils disent peut-être, c'est mieux de mettre une imposition assez basse, mais récupérer ce truc qu'on n'a pas actuellement que de rien avoir du tout. Et après, peut-être qu'ils peuvent même se retourner leur veste, c'est arrivé, hein, qu'ils font des cadeaux fiscaux, ils laissent venir les entreprises, ils laissent venir les gens, et dès qu'il y a suffisamment de trucs, hop, on se retourne et là… oui, ça arrive, ouais, c'est clair. Mais là où justement ils feront ça, tu as d'autres pays qui diront « Ah, il y a une opportunité d'aller récupérer ces gens-là. » Et au final, c'est un marché qui est totalement libre aussi. Donc, il y avait autre chose que je voulais présenter pour aller un petit peu plus loin. Hop. Tac. C'était ça. Quand je parlais d'arbitrage en ciel ouvert, on voit que déjà, rien que d'un point de vue fiscalité, pour la crypto, de partout dans le monde, ça n'a rien à voir. Il y a des pays qui sont à 0%, il y a des pays qui vont être comme la Chine qui ont banni le Bitcoin et pour le coup, c'est encore possible d'utiliser le Bitcoin dans ces pays. Et on voit que dans beaucoup d'autres endroits, on a une taxation qui va être plus élevée. Pareil, des pays qui vont réguler la crypto-monnaie, tu as des bans absolus. Donc, par exemple, en Afrique, on va retrouver pas mal de pays pour lesquels c'est le cas. Il va y avoir la Chine, et puis il y en a d'autres où ça va être régulé. Et je pense que ça va être un marché, au lieu de dire ça va être un marché qui va être totalement exempté de toutes les règles, on va détruire les banques, on va être les machins. Non. On va être régulé, on va être sujet à tout un tas de réglementations, mais cette réglementation, elle va être obligée aussi d'évoluer au fur et à mesure de la réglementation des autres pays. Parce que si toi, tu vas trop réglementer ton truc, bah, tu as des gens qui vont partir et c'est de l'argent et des capitaux que tu perdras. Et on le retrouve un peu de partout. Là, on voit que la réglementation sur la crypto par pays, elle est vraiment différente et en fonction des différents écosystèmes aussi, que ce soit au niveau des ICO, ça va pas être pareil. Tu vois, c'est aussi les gens disent c'est une réglementation en crypto, mais il y a plein d'aspects. Il y en a certains qui vont dire le Bitcoin, c'est une commodities, on l'accepte. Il y en a d'autres qui vont dire nous, on va réglementer beaucoup plus les ICO ou les plateformes d'échange centralisées. Et là, je pense qu'il y a un besoin aussi de réglementer ça. Quand on voit ce qu'il y a eu avec FTX, Celsius et toutes ces plateformes-là,
y a un vrai intérêt de pouvoir le faire. Ce ne sera pas forcément un gage de qualité non plus. On voit que il y a énormément d'arnaques chaque année, même avec des boîtes qui sont régulées. Et Madoff, c'était le président du Nasdaq et il a créé le plus gros Ponzi presque de toute l'histoire. Bon, voilà, c'est pas non plus un gage de qualité, mais je pense qu'il y a un besoin aussi. Donc, c'est comme tout, en fait, la vérité, elle se situe un peu entre les deux. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Théo. Ben oui, après, il y a plusieurs aspects de la régulation, bien évidemment. On verra comment ça se passe au niveau des différents pays. Mais après, ça sera en fonction de ce qu'on a évoqué. Les opportunismes de chacun, la régulation. Nous, c'est vrai qu'en Europe, malheureusement, on est sur une régulation qui sera plutôt stricte avec MiCA. Donc après, d'un autre côté, cette partie-là, on nous l'envie un peu aux États-Unis. C'est-à-dire que aux États-Unis, où jusqu'à présent, la régulation, elle est très peu claire. Justement, tout ce qui se passe au niveau de la SEC, c'est qui doit gérer quoi, qui doit s'occuper de quoi, quels sont les papiers à fournir, quels sont les documents à apporter pour s'enregistrer, se mettre en conformité avec la loi. Il y a plein de procès en cours, notamment Coinbase et toutes les plateformes d'exchange aux États-Unis, où au final, ils disent OK, nous, on veut vraiment se mettre en conformité avec la loi, on veut vraiment respecter, mais dites-nous ce qu'il faut faire au final. Et la SEC, ils sont ouais, non, mais vous n'êtes pas en conformité, on va vous mettre un procès au cul. Comment on fait? Donnez-moi le formulaire, donnez-moi les papiers. Moi, j'ai toute mon équipe légale, régulatory qui est derrière, on va vous les remplir. Ouais, mais vous êtes, c'est pas en conformité avec la loi, vous n'êtes pas légal. Mais oui, mais dites-moi comment on fait. Donc, en fait, il y avait aussi cet aspect-là qui disait, oui, alors certes, MiCA est très strict et super. C'est un carcan, du coup, il a les autorisations, tous les papiers à remplir, c'est hyper contraignant et tout. Mais pour le coup, il y a quand même une certaine régulation et une certaine clarité, même si des fois, c'est pas toujours simple parce que voilà, il n'y a pas tous les acteurs qui jouent le jeu comme ça pourrait être souhaitable. Mais il y a au moins une clarité réglementaire, même si elle est quand même stricte et du coup, pas forcément favorable au développement de l'écosystème, des différents projets et tout. Mais il y a quand même une réglementation. Aux États-Unis, jusqu'à présent, ça reste quand même un peu flou. Après, on voit que la SEC, elle est en train de se prendre dérouillé sur dérouillé au niveau des procès. La CFDT qui confirme que Ethereum, au final, c'est une commodities. Donc, il y aura sûrement une wave de projets qui vont être considérés comme commodities. Donc, il y aura peut-être avec l'élection de Trump, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer, mais un cadre réglementaire peut-être plus favorable qu'en Europe, du coup, qui se mettrait en place aux États-Unis. Ça ne serait pas non plus étonnant. Mais il y a plein d'aspects comme ça considérés. Donc, affaire à suivre. Mais c'est vrai qu'en général, nous, en Europe et particulièrement en France, au niveau fiscal, réglementation, on n'est pas connu pour être sur un cadre hyper favorable, hyper propice au développement des entreprises, bien que voilà, dans les discours, on va être voilà, la Startup Nation, où on va être le vivier, le fer de lance, tout ce que vous voulez, à la pointe de l'innovation. Quand tu regardes ce qui est mis en place au niveau légal pour favoriser les entreprises, bon, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. On est bien d'accord.